Salut les sorciers, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Science en question. Salut Marine, salut Jean. Lorraine. Hello Jean. Ils sont là quand vous faites vos courses, quand vous allez chez le médecin, quand vous vous prélassez à la plage et même lors de vos randonnées en montagne. Les plastiques ont conquis tous les espaces de notre monde. Il faut dire que depuis le 15e siècle, ces matériaux en ont fait du chemin, sans qu'on sache vraiment quoi en faire une fois qu'on les a utilisés. Et oui, l'humanité n'a jamais produit autant de plastique et pourtant on n'a pas vraiment amélioré le recyclage. L'OCDE estime qu'à l'échelle mondiale, moins de 10% des plastiques produits sont recyclés. En France, c'est moins de 30%. C'est mieux, mais il n'y a pas vraiment de quoi être fier. Nos invités du jour travaillent à améliorer nos capacités de recyclage et développer de nouveaux procédés pour pallier ce manque. Comment ça marche? Peut-on recycler tous les plastiques et comment s'en débarrasser quand ils sont microscopiques? Nous découvrirons aussi la différence entre recyclage mécanique et recyclage chimique et comment ce dernier peut nous aider à traiter plus de déchets à l'avenir. Mais on ira faire aussi un tour dans le passé avec toi Marine. Tout à fait, Jean, mon défi, ce sera de vous raconter la fabuleuse, la révolutionnaire, mais aussi la dramatique histoire du plastique en moins de 5 minutes. Ok, on prend les paris, c'est parti. Pour discuter de la crise de la pollution plastique et des moyens d'en venir à bout, nous sommes accompagnés d'une spécialiste du domaine. Bonjour Alexandra Chaumonneau. Bonjour Jean. Bienvenue sur le plateau de Science en question. Alors vous êtes ingénieur de recherche et chef de projet dans le recyclage des plastiques à IFP Énergie Nouvelle. Et je voudrais commencer cette émission avec un chiffre énorme. C'est la quantité de plastique que l'humanité produit chaque année. C'est entre 400 et 460 millions de tonnes par an. À quoi ils servent ces plastiques ? Alors, c'est une bonne question. Donc, effectivement, c'est un chiffre qui donne un peu le vertige. Aujourd'hui, je pense qu'on a tous en tête le premier usage qui sont les emballages et notamment les emballages alimentaires. Donc ça, effectivement, ça occupe 30 à 40% de la production des plastiques. Mais ça veut dire qu'il reste quand même 60 à 70% d'autres utilisations pour ces plastiques. Et donc, on va les retrouver, par exemple, dans le domaine du bâtiment et de la construction, dans l'automobile, les équipements électriques et électroniques, tout ce qui est sport, maison, loisirs, donc notre vie quotidienne en fait, le milieu médical, c'est important, et les textiles, il y a d'autres applications annexes, mais c'est l'essentiel. Ouais. Et pour vous donner une petite anecdote, dans nos voitures, en moyenne, on a 750 pièces en plastique. Et pour les téléspectateurs qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont peut-être confortablement assis sur une chaise avec un petit rembourrage, le rembourrage, c'est une mousse de polyuréthane et c'est un type de plastique. Donc ça a vraiment infiltré tous les domaines de notre vie, quoi. Exactement. Alors, j'imagine qu'en fin de vie, du coup, ça représente des montagnes de déchets, donc des volumes énormes. Est-ce qu'on a une idée du volume de déchets de plastique qu'on produit chaque année ? Alors, a priori, d'après le dernier rapport de l'OCDE, on produirait à l'échelle mondiale 350 millions de tonnes de déchets plastiques. Il y en a à peu près la moitié qui est envoyée dans des mises en décharge contrôlées. Après, il y en a à peu près une vingtaine de pourcents qui est incinéré. Il y en a 15% qui est envoyé au recyclage et il y en aurait 22% qui se retrouveraient effectivement dans l'environnement. C'est pas négligeable, 22%. Alors c'est pas négligeable et c'est intéressant de savoir à peu près sous quelle forme. Donc ça va être beaucoup de décharges sauvages. Il y a une partie de ces déchets qui va être brûlée directement à ciel ouvert. Et le reste, c'est vraiment ce qu'on va appeler la pollution terrestre et aquatique, avec des plastiques dispersés dans l'environnement, soit sous la forme de macroplastiques, soit les fameux microplastiques. Ça s'infiltre, ça s'accumule dans l'environnement. Alors ça s'accumule dans l'environnement, aujourd'hui il y en a partout. Il y en a en haut de l'Himalaya, a priori on en a retrouvé aussi au fin fond de la fosse des Mariannes, à 11 km de profondeur. Okay. Et la première conséquence, c'est que ces plastiques impactent la biodiversité, participent largement à l'effondrement de cette biodiversité. Donc il y a un chiffre de l'ADEME qui parle de 700 espèces animales qui seraient aujourd'hui directement menacées par les microplastiques. Est-ce qu'on en a, est-ce qu'il y en a dans les organismes vivants, à l'intérieur de nous ? C'est une très bonne question. Donc effectivement, on se pose la question après de l'impact sur la santé humaine. Donc il y a des études qui montrent qu'on a des microplastiques dans nos organismes, plus ou moins. Alors dans le sang, dans les poumons, on en aurait retrouvé dans le placenta aussi pour les femmes enceintes, voire dans les testicules. Avec des conséquences aujourd'hui qui sont encore peu connues, mais des études qui sont... il faut vraiment se pencher sur la question. Bon, on se doute un peu que ça ne doit pas faire que du bien, évidemment. Alors, une façon de prévenir et de réduire la quantité des déchets plastiques serait d'appliquer ce qu'on appelle la règle des 3 R. Lorraine est allée à votre rencontre pour savoir si vous étiez capable de citer ces 3 R. C'est le mot mystère du jour.
J'ai l'impression que j'ai entendu celle des 6R. Ramasser? Non, je sais pas. Réduction. Recyclage. Réutilisation? Non, mais c'est la même chose. Hein. Rassemblement des déchets quelque part. Rien jeter. Remise en cause de nos attitudes quotidiennes. Réparer. Et il y avait... Ranger? Non. Un passage en revue de tout ce que nous faisons chaque jour pour nous améliorer. Il nous en manque plus qu'un, attends. Parce qu'en vrai, on a la moyenne là, déjà. Attends, recycler, réduire. Réfléchir. Ah, c'est magnifique. Alexandra, qu'est-ce que vous pensez des propositions que vous avez entendues? Ouais, c'est génial en fait. Je pense que toutes les réponses sont bonnes là, pour le coup. Mais bon, effectivement. Alors, en plus, il y a un passant qui dit justement qu'il ne sait plus si c'est les 3, les 6. Mais effectivement, ça a pas mal varié. Donc, non, c'est des bonnes réponses, honnêtement. Alors, les 3 R, c'est les 3 piliers de ce qu'on appelle l'économie circulaire. Mais ce n'est pas du tout comme ça que fonctionne aujourd'hui l'économie des plastiques. Hein. Et non. Alors aujourd'hui, les plastiques, grosso modo, à 90, on va dire en très grosse majorité, ils sont obtenus à partir de ressources fossiles, donc à partir du pétrole, pour ne pas le nommer. Et l'économie, elle est essentiellement linéaire, c'est-à-dire qu'en gros, on produit, on achète, on consomme et on jette. Il n'y a que 6% des plastiques produits dans le monde aujourd'hui qui sont de la matière issue de la matière recyclée. Donc c'est quand même assez peu. On a encore des efforts, on a une marge de progression à faire. On a clairement une marge de progression à faire. Donc là, c'est là qu'on peut aller vers une économie circulaire et donc en appliquant, en suivant la règle des 3 R. Est-ce que vous pouvez nous expliciter quelles sont ces 3 R? Alors, nous donner les bonnes réponses. Les bonnes réponses, mais elles étaient bien quand même, les réponses. Le premier R, ça va être effectivement réduire. Donc réduire la quantité de déchets et de facto réduire aussi l'usage que l'on fait des objets à base de plastique. Donc ça va concerner bien sûr les consommateurs. On peut réfléchir effectivement à nos modes de consommation et voir où les plastiques sont essentiels. Mais ça se joue aussi au niveau des industriels qui peuvent utiliser moins de plastique ou qui peuvent utiliser des plastiques différents qui auront pu être conçus pour faciliter leur fin de vie. Et c'est ce qu'on appelle l'éco-conception. Le deuxième R, ça va être pour réutiliser ou réparer. On fait des fois un combo. Donc là, l'idée, c'est d'augmenter le temps d'usage de nos plastiques pour qu'ils deviennent des déchets le plus tard possible. Et le dernier R, effectivement, c'est recycler, en sachant qu'il y a 2 enjeux majeurs pour le recyclage. Le premier, ça va être de continuer à améliorer nos processus de collecte et de tri, parce que c'est bien beau de recycler, mais encore faut-il qu'on ait les déchets dans les mains. Et la deuxième chose, c'est de continuer à développer les technologies de recyclage, quelles qu'elles soient. Alors ça, on va le découvrir justement un peu plus tard dans l'émission. Est-ce qu'on a une idée de, si on appliquait ça, est-ce qu'on pourrait vraiment limiter notre pollution? Alors, limiter la pollution, c'est clair. Réduire... Il y a des scénarios un peu prévisionnels qui montrent que ça risque d'être quand même compliqué, mais on peut limiter la progression qu'on va faire de notre production à venir de plastique. Oui, c'est certain. On continue à produire plus de plastique chaque année? Oui. D'accord. Oui, parce qu'il y a des pays émergents qui, a priori, aspirent au même niveau de vie que les pays développés et ça passe par la production de plastique, sauf si on repense nos sociétés et nos modes de consommation. On en revient toujours là. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à aller vers justement ces 3 R? C'est parce qu'on a pris cette habitude de... Il faut changer nos modes de consommation, quoi. C'est un retour en arrière. J'ai envie de dire qu'il faut tout changer en fait. Il faut changer nos modes de consommation, il faut changer la façon de mener nos industries et nos économies. Il faudrait tout repenser en fait. Oui, effectivement. Alors dans la suite de l'émission, nous allons découvrir les technologies de recyclage des plastiques que vous développez à IFP Énergie Nouvelle. Place aux sciences en action avec Lorraine. Alors parmi les plastiques, il y en a un qui se recycle hyper bien, c'est le PET transparent. C'est ce qui fait la petite bouteille d'eau que vous avez devant vous. Et à partir de cette bouteille d'eau, on arrive à refaire en fait la même bouteille d'eau. Pourquoi est-ce que c'est faisable avec ce plastique-là? Alors, donc en gros, il faut savoir que c'est fait à partir de ce qu'on appelle des technologies de recyclage mécanique. Aujourd'hui, c'est 99% de ce qui se fait.
Ça veut dire concrètement, mécanique Et bien justement, je vous propose, on va virtuellement recycler mécaniquement cette bouteille, si vous le voulez bien. Donc la première étape, ça va être de la récupérer, comme on l'a dit, c'est une étape fondamentale. Donc ça, c'est les poubelles jaunes. Tout ça, ça va être envoyé à un centre de tri. Là, ils vont faire des espèces de balles, de bouteilles. On a ces images en tête, des bouteilles un peu compactées. Et c'est ça qui est envoyé au régénérateur pour faire les opérations de recyclage. Là, on a que la même bouteille en plastique, enfin que les mêmes types de bouteilles en plastique. Exactement. Donc typiquement, que des bouteilles transparentes. Voilà. Et en fait, ces opérations, c'est des opérations qui sont mécaniques. C'est pour ça qu'on appelle ça le recyclage mécanique. Donc, quelles sont-elles ? La première, c'est qu'on va souvent faire un surtri, puisque la bouteille, elle arrive souvent comme ça. Donc, on va enlever le bouchon, qui est d'un autre plastique. On va enlever l'étiquette en papier, histoire de récupérer que le corps de la bouteille en PET qui nous intéresse. Ensuite, souvent, on va la laver parce qu'elle a eu des souillures, notamment alimentaires. Et puis après, on va la broyer de façon à former des petits morceaux, ce qu'on appelle des flex. Donc ça ressemble à ça, si ce n'est que ce sera transparent. Voilà. Et après, on fait une étape très importante, ce qu'on appelle une étape d'extrusion. Et là, on utilise une caractéristique spécifique de certains plastiques, qui est de fondre sous l'effet de la température et de revenir solide quand ça refroidit. Et en fait, c'est cette matière-là qui est considérée comme une matière recyclée, et c'est ça qu'on va réutiliser après pour refaire des objets à base de plastique. Mais alors, la bouteille verte qui est là à côté, on se dit pourquoi est-ce qu'avec celle-là, on n'arrive pas à refaire exactement la même bouteille verte ? Alors, le problème des bouteilles colorées ou opaques, c'est qu'au moment où on va faire les petits flex, on a ce genre de mélange. Et donc, si on se rappelle des cours qu'on a eus à l'école, quand je vais mélanger tous mes petits éléments, en fait, là, je vais avoir un mélange de couleurs, parce qu'il se trouve que j'ai des colorants ou des pigments qui sont différents d'une bouteille à une autre. Et ça va me faire, en fait, des petits extrudés qui seront gris ou marron. Donc ça veut dire que ma matière recyclée, là, elle n'aura pas exactement les mêmes propriétés que mes matières initiales. D'accord. Et donc je ne vais pas pouvoir faire exactement le même objet. C'est ce qu'on appelle du downcycling pour c'est-à-dire que la matière qui ressort est moins valorisable que celle qu'on avait en entrée et moins on ne intéressante. pourra pas refaire le même objet, donc il va falloir trouver des débouchés autres et souvent, effectivement, les propriétés de la matière sont moindres et du coup, ça limite un peu les débouchés. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, à la sortie ? On peut refaire des bouteilles grises ou... Alors, des fois, souvent, ils poussent, on va faire des bouteilles noires, par exemple. Donc, je pense que vous avez en tête, dans vos supermarchés, il y a certains flaconnages qui sont noirs. Donc, ça peut être un exemple. Et si on n'avait que des bouteilles vertes, par exemple, on pourrait refaire des bouteilles vertes ? Tout à fait. Donc, c'est une question de quantité aussi. Alors, c'est une question de quantité. Et là, c'est une question de tri. Parce que faire que des bouteilles vertes, ça veut dire qu'il va falloir trier très spécifiquement ces bouteilles-là avec cette couleur-là. Autant dire qu'avec la quantité d'objets qu'on a, c'est juste impossible, quoi. Il n'y a pas que le fait qu'on ait des bouteilles de couleurs différentes qui vont être un frein au recyclage mécanique. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. Oui. Alors déjà, ce qu'on a vu, c'est que pour avoir un recyclage mécanique efficace, les bons candidats, c'est déjà des plastiques qui fondent. Donc c'est ce qu'on appelle les thermoplastiques. D'accord. Mais tous les plastiques ne sont pas des thermoplastiques. Et puis il faut qu'on ait un flux qui soit quand même majoritairement constitué du plastique qui nous intéresse. Oui. Donc ça, c'est la base. Mais même quand on a ça, parce que typiquement les bouteilles colorées ou opaques, c'est ça. Même quand on a ça, on a la problématique des additifs. Alors les additifs, c'est quoi ? En fait, un plastique, c'est un mélange d'un polymère et de petites molécules chimiques qu'on rajoute pour amener des propriétés particulières au plastique. Un polymère, c'est une chaîne de plein d'éléments similaires ? Oui, alors un polymère, c'est une grosse molécule, ce qu'on appelle une macromolécule. Et en fait, effectivement, je vous montre tout de suite, ça ressemble à... Ça ressemble à des petits bonhommes. Ça ressemble à des petits bonhommes un peu en papier, pas du tout. En fait, ça s'obtient à partir d'une molécule chimique simple qu'on appelle un monomère. Okay. C'est mon petit bonhomme en papier. Et en fait, ce monomère, il a la capacité de réagir sur lui-même par réaction chimique pour faire une chaîne. Voilà. Et ça représente une chaîne polymère. Il faut imaginer qu'un polymère, c'est un mélange de ces chaînes. D'accord. Voilà. Ça, c'est l'élément de base. Et ensuite, on vient rajouter dessus des molécules qui nous permettent de donner les propriétés qu'on veut à la matière. Donc, 2 exemples. Il y en a un, on en a parlé depuis un certain temps. C'est typiquement les colorants ou les pigments pour donner à l'objet sa couleur. Mais ça peut être des propriétés autres. Par exemple, on rajoute un composé pour avoir des propriétés antibactériennes.
D'accord. Et en fait, il y a beaucoup d'additifs dans les plastiques. Quel procédé vous avez développé pour permettre de finalement refaire une matière plus valorisable avec ces bouteilles-là? Et ben en fait, l'idée, c'est justement d'aller traiter le cas de ces additifs et de les éliminer. Ok, parce que là, on a des additifs différents sur toutes ces bouteilles qui sont de textures, de couleurs différentes. Et puis, de toute façon, il faut imaginer qu'on va récupérer des déchets d'horizons différents. Et donc, tous les objets auront une recette de cuisine, on va dire, particulière et auront des additifs qui seront différents. Donc, à l'arrivée, par recyclage mécanique, en fait, on va se retrouver avec le mélange de ces additifs. Okay. Donc, le recyclage chimique, un des grands avantages qu'il a, c'est qu'on va éliminer ces additifs. Okay. Et dans la technologie qu'on a imaginée pour traiter le cas de ces bouteilles, on va s'occuper aussi de la partie polymère. Et nous, donc, on développe une technologie de dépolymérisation de contenants à base de PET. On va couper tous les petits... Voilà, en gros, donc, là, on a polymérisé, dépolymérisé, on fait la réaction chimique inverse pour revenir au monomère, monomère qu'on va purifier. Et qui aura les propriétés. Purifier, ça veut dire on l'enlève de tous ces additifs. On va enlever tous les additifs et les impuretés qui sont présentes. Là, par rapport aux échantillons que vous avez là, dans quel flacon on a des monomères, dans quel flacon on a des additifs? Comment ça marche? Donc, on a nos petits flex au départ. À ce stade-là, on va faire la réaction de dépolymérisation. Donc, pour les spécialistes, c'est de la glycolyse. Donc, c'est ça, voilà, youpi. Donc, il faut imaginer qu'à cette étape-là, vous avez formé votre monomère. Donc, il y a ce petit bonhomme. Mais par contre, vous avez encore en mélange tous les additifs, impuretés, etc. Et d'ailleurs, on voit la couleur n'est pas terrible. Donc, après, il y a les fameuses étapes de purification qu'on applique. Donc, là, en l'occurrence, on en a 3. Pour revenir ici au monomère qui est parfaitement purifié. Et lui, il est quasiment équivalent à ce qu'on obtiendrait à partir directement de pétrole. Et on va pouvoir le polymériser pour refaire un polymère. Alors on va l'appeler RPET, parce que issu du recyclage. Mais grosso modo, il a les caractéristiques tout à fait équivalentes à un polymère PET vierge. D'accord. Et grâce à ça, après, on peut refaire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut remettre tous les additifs qu'on veut pour refaire l'objet qu'on veut. Et par exemple, je peux rajouter les additifs pour me permettre de faire non plus une bouteille colorée, mais une bouteille transparente. Ça, c'est une bouteille que vous avez produite, vous? Ça, c'est une bouteille qui est faite à partir du polymère issu du recyclage. Et si on compare avec une bouteille équivalente faite à partir de polymère vierge... C'est pareil, c'est à s'y méprendre. Je vous mets au défi de faire une différence entre les deux. Alors, est-ce que vous étudiez le cycle de vie de ce genre de procédé? Oui. L'impact que ça peut avoir, parce que j'imagine que c'est consommateur d'eau de faire ça. Alors d'eau pas forcément. Produits chimiques, on a un procédé où en fait on utilise comme solvant un des réactifs de la réaction chimique, donc ça permet de limiter aussi la multiplicité des solvants qu'on utilise. Mais effectivement, on a toute une étude d'analyse de cycle de vie. Et on a montré que, par exemple, quand on compare la voie fossile avec la voie de dépolymérisation ici, alors je prends de l'extraction des ressources jusqu'à la production du polymère, on réduit de 70% l'utilisation des ressources et on réduit d'environ 50% tout ce qui est gaz à effet de serre. D'accord. Donc c'est extrêmement intéressant. Ce qui est intéressant, c'est si on arrive à l'inclure dans les filières de recyclage et que ça se concrétise dans la vraie vie, entre guillemets. Vous avez fait des tests en laboratoire, mais vous avez aussi aujourd'hui développé un démonstrateur, donc presque à une échelle quasi industrielle. Et dans combien de temps on pourrait espérer avoir cette filière-là de recyclage dans notre filière française? Déjà, j'ai oublié de donner le nom de la techno, c'est peut-être pas terrible. Elle s'appelle Rewind PET, donc on aura compris le rewind, revenir, bon voilà, PET. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le démonstrateur, il tourne depuis l'année dernière. Voilà. Donc ça nous permet de valider le procédé, de qualifier la qualité des produits. Et du coup, on a bon espoir d'avoir une première industrielle en 2027 en France. Et ce serait une unité de dépolymérisation dans l'Ain de 30 kilotonnes. Alors là, c'est pour les bouteilles plastiques colorées, ça reste assez précis. C'est-à-dire que pour tous les autres plastiques, il va falloir développer à chaque fois un type de recyclage chimique? Non, alors l'avantage de cette technologie, c'est qu'en gros, ça va s'appliquer à tous les contenants en PET qui posent problème. Donc ça va être les bouteilles colorées opaques, ça peut être les pots, les barquettes, et on peut l'élargir aux fibres polyester, donc les textiles. Ah, génial. Donc en fait, c'est une technologie qui est beaucoup plus versatile de par la réaction chimique que l'on fait. Et à partir du moment où on peut dépolymériser et revenir au monomère et purifier, en fait, finalement, peu importe l'entrant à partir du moment où c'est du PET, quoi. Donc le défi, ça va être surtout d'avoir les entrants en quantité suffisante, j'imagine, ou
Ou est-ce que vous pouvez traiter de la fibre textile en même temps que de la bouteille Non, plastique? ça, je pense qu'il faudra travailler par campagne. Mhm. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on intervienne là où le recyclage mécanique est limité. Le but, c'est pas de faire à la place, c'est vraiment en complément du recyclage mécanique, quand le recyclage mécanique pose problème. Parce que le recyclage mécanique, aujourd'hui, ça restera ce qui coûte le moins cher et ce qui est le moins impactant en termes d'impact environnemental. Oui, il y a aussi un équilibre à... Exactement. Alors je reviens sur ce qu'on disait au début de l'émission. On retrouve aujourd'hui du plastique dans les gouttes de pluie, dans le sang, même dans les glaces de l'Antarctique. Alors une fois qu'on sait ça, on se demande un peu comment on en est arrivé là. Marine va nous retracer la saga des plastiques, c'est le coup d'œil du jour. Bon, à ce stade de l'émission, tout le monde a bien compris que les plastiques étaient partout autour de nous et même à l'intérieur de nous, mais évidemment, ça n'a pas toujours été le cas. C'est même plutôt récent, rien que la génération de nos arrière-grands-parents utilisait très peu de plastique au quotidien. Alors d'où vient le plastique et pourquoi il a eu autant de succès ? Pour répondre à ces questions, il faut remonter au XVe siècle. L'un des premiers plastiques, c'est le caoutchouc. Et la première fois que l'Europe entend parler du caoutchouc, c'est dans les récits de voyage de Christophe Colomb. Il raconte que les populations indigènes en Haïti jouent avec des balles en résine élastique. Cette résine, c'est du caoutchouc naturel, fait à partir du latex, un liquide blanc produit par un arbre qui s'appelle l'hévéa. Et en réalité, les peuples autochtones d'Amérique en faisaient bien plus que des balles. Ils s'en servaient pour fabriquer toutes sortes d'objets du quotidien. Mais à l'époque, ça ne fait pas tilt dans la tête des Européens. Il faut attendre 1736 pour qu'un scientifique français, Lacondamine, étudie ses propriétés physiques. Mais le caoutchouc, c'est vraiment du plastique. Ça dépend de ce qu'on met derrière le mot plastique. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. En tout cas, il a des propriétés similaires au plastique. Il est plutôt résistant, imperméable et surtout malléable. Mais le premier vrai plastique, le premier plastique artificiel, c'est la parkésine, inventée par l'anglais Alexander Parkes en 1862. Et c'est une matière thermoplastique semi-synthétique. Thermoplastique, on l'a dit, ça veut dire qu'on peut la chauffer pour la déformer et qu'elle redevient dure en refroidissant. C'est très pratique pour faire des objets de plein de formes différentes. Et semi-synthétique parce qu'elle contient à la fois des solvants synthétiques et de la cellulose, une matière végétale. Donc voilà, Alexander Parkes, très fier de son invention, crée une usine pour produire la parkésine en grande quantité. Il en fait des peignes, des barrettes pour les cheveux, des boules de billard. Mais au bout de 2 ans, son usine fait faillite. Le problème de la parkésine, c'est que c'est de la camelote. Le plastique est de mauvaise qualité et surtout, il est très inflammable. Bizarrement, les incendies, ça fait pas vendre. D'ailleurs, dans le genre allumer le feu, le successeur de la parkésine est pas mal non plus, c'est le celluloïd, inventé en 1870. Lui aussi contient de la cellulose et on l'a longtemps utilisé pour fabriquer des pellicules de films. Mais utiliser une matière hautement inflammable pour un objet qui va être traversé par la lumière chaude d'un projecteur, c'était franchement pas l'idée du siècle. Résultat, on a perdu plein de films à cause des incendies dans les cinémas, à tel point que le surnom des films en celluloïd, c'est devenu les films flammes. Bon, mais à un moment donné, on a quand même réussi à faire des plastiques qui ne s'enflamment pas. Oui, bien sûr. On a fait d'autres plastiques semi-synthétiques qui ne mettaient pas le feu partout, comme la viscose ou encore la galalite, fabriquée à partir d'une protéine du lait. Mais la vraie révolution du plastique, c'est l'invention de la bakélite au début du XXe siècle. La bakélite, c'est le premier plastique 100% synthétique. C'est un mélange de phénol, un hydrocarbure, et d'un gaz, le formaldéhyde. Et à l'époque, on ne lui trouve aucun défaut. Elle résiste à la chaleur et à l'humidité. Elle ne se décolore pas à la lumière. Elle est stable chimiquement et surtout, elle est incassable. Pour nous, aujourd'hui, ça paraît normal, c'est ce qu'on attend du plastique, mais à l'époque, c'est extraordinaire et en plus, ça coûte pas cher à produire. Donc, on produit massivement, de façon industrielle, à partir des années 1920, la bakélite. On en fait des téléphones, des poignées de casseroles, des cendriers, des jouets et tout un tas d'autres choses. Évidemment, on ne s'est pas arrêté à la bakélite, on a créé plein d'autres plastiques. Le formica, le plexiglas, le nylon, le polystyrène, le spandex, le téflon, le silicone, le kevlar. J'ai pas assez de souffle pour tous les citer. Ils contiennent presque tous du pétrole et avec l'essor de l'industrie pétrolière à l'époque, le plastique est très peu cher et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé complètement envahi en à peine un siècle. Et on n'avait pas conscience de la pollution que ça créait. Disons qu'on ne se posait pas trop la question. Les premières études qui parlent de pollution plastique dans l'eau datent des années 70. Il y a quand même un événement qui a choqué tout le monde, c'est la découverte du continent de plastique dans le Pacifique Nord en 1997. C'est un navigateur, Charles Moore, qui tombe sur un amas gigantesque de déchets plastiques au beau milieu de l'océan. Et là, on réalise que c'était peut-être pas une bonne idée d'en mettre partout. Aujourd'hui, on cherche à dépolluer l'environnement, on invente des alternatives au plastique, mais on est loin d'en être débarrassé. Il faut dire qu'on s'est habitué à un certain standing, une matière aussi polyvalente et si peu chère à produire, c'est difficile à remplacer. Le plastique, c'est fantastique, ça vient pas de nulle part. Mais la pollution plastique, par contre, c'est pas fantastique, c'est même plutôt dramatique. Donc oui, se libérer du plastique, c'est un gros défi à relever, mais c'est indispensable si on veut éviter de remplacer tous les poissons par du polystyrène. Merci Marine. Alexandra,
aujourd'hui, on en parle beaucoup plus de la pollution plastique, on la montre. Est-ce que vous pensez que voilà, on a éveillé les consciences, que les gens sont sensibilisés à ça suffisamment? Je pense que oui, il y a une vraie prise de conscience par rapport à cette problématique et notamment il y a quelques images chocs, je pense, qui ont bien fait leur travail pour le coup. Après, moi je pense que le problème il est plus large que ça. C'est-à-dire qu'on va être, on est plus de 8 milliards d'êtres humains et en fait tout matériau qu'on produit en grosse quantité avec le déchet associé va poser problème en fait. Et vous mentionnez donc effectivement les plastiques, c'est pas pour rien qu'ils sont partout dans notre quotidien, c'est parce qu'ils ont des qualités remarquables. On peut essayer de les remplacer par d'autres matériaux, mais ces autres matériaux, il va falloir les produire et ça sera aussi des déchets et ça va poser d'autres problèmes. Donc il y en a certains, ça va toucher beaucoup la biodiversité, il y en a d'autres, ça va être les gaz à effet de serre, ça peut être l'épuisement des ressources, mais globalement, on a cette problématique de notre consommation au sens large. Et donc je pense qu'il faudrait qu'on ait une approche beaucoup plus systémique du problème. Donc peu importe la matière qu'on produit, finalement, la vraie solution, ce serait d'essayer de ralentir un peu, de moins produire. On en revient aux 3 R, Ce qu'on en disait fait. tout à l'heure. Voilà. Ouais. Changer de mode de vie. Oui, alors après, ça c'est un avis très personnel aussi, mais oui, pour moi, de toute façon, avec le mode de vie qu'on a actuellement, mathématiquement, ça ne tient pas. Et à un moment donné, il faut qu'on change notre façon de faire. Aujourd'hui, avec notre mode de vie, la planète n'absorbe pas nos déchets. Il y en a trop. Merci Marine pour ce petit coup d'œil. Alors réduire la pollution plastique passe aussi par une collecte efficace en amont. Et rien à voir avec le fait d'avoir des camions poubelles hyper sophistiqués. Non, le but, c'est plutôt de réussir à capturer les minuscules morceaux de plastique relâchés dans la nature. Et c'est un défi de taille. Notre prochain invité développe des systèmes de collecte intelligents à IFP Énergie Nouvelle. Il va nous expliquer ce qu'il faut en attendre. Place à l'esprit d'équipe. Bonjour et bienvenue Mathieu Dreillard. Vous êtes chef de projet et ingénieur de recherche à IFP Énergie Nouvelle. Comme Alexandra. Tout pareil. Vous travaillez ensemble régulièrement? Pas trop. Assez peu, en fait. non, finalement. Ouais, on a beaucoup de projets IFPN. Je vous présente. Voilà, enchanté. Non, mais c'était bien, parce que c'était à l'occasion de cette émission. On s'est essentiellement rencontrés, donc voilà, c'était bien. Alors Mathieu, vous travaillez sur des microparticules, les microplastiques. On va voir une image. C'est ce qu'on voit là? Oui, là, on voit en tout cas un objet macroscopique en plastique qui va se déliter en plus petites particules et qui va commencer à former ce qu'on appelle des microplastiques avec la main un petit peu pour qu'on se rende compte de l'échelle des particules dont on parle, mais on en parlait je pense davantage. Alors c'est l'ordre du micromètre. Normalement, il faudrait un microscope pour pouvoir observer ces microparticules. Alors la définition en fait des microplastiques, c'est une particule de plastique qui va être comprise entre 5 mm et 1 micromètre. Donc ça se voit. Donc 5 mm, ça se voit, 5 mm, c'est une petite fourmi, grosso modo. Et après, 1 micromètre, là, on est sur quelque chose qu'on ne voit pas à l'œil nu. Parce que pour donner un petit peu une comparaison, l'épaisseur d'un cheveu humain, c'est 100 micromètres. Donc on est 100 fois plus petit pour le plus petit des microplastiques, par cette définition. En dessous, on parle de nanoplastique, ça existe aussi? Tout à fait. Ensuite, on parle de nanoplastique, qui est une science encore plus jeune, avec d'autres questionnements. Mais effectivement, ça existe aussi, c'est problématique également. Alors il y a différentes sortes de microplastiques? Oui, alors on peut les classer de plein de façons. Une façon qui est peut-être intéressante ici d'aborder, c'est la notion de microplastique intentionnel et non intentionnel. Alors les microplastiques intentionnels, ça va être finalement des microplastiques qu'on va mettre sur le marché sous forme déjà de microplastiques. Ça peut paraître dingue, mais quand, par exemple, on parle de particules de plastique qu'on met sur les terrains de sport pour des effets amortissants ou alors même dans vos cosmétiques. Bon, la bonne nouvelle, c'est que l'Union européenne a pris justement des mesures l'année dernière pour interdire progressivement la mise sur le marché de ces microplastiques. Donc ça, c'est en bonne voie. Pour les microplastiques, donc l'autre classe, les microplastiques non intentionnels, là, pour le coup, c'est vraiment ce qu'on imagine, c'est des objets en plastique, comme on l'a montré au début de l'émission, qui vont du coup se dégrader, et du fait de cette dégradation, vont générer des microplastiques. Et donc là, il y a plein de sources, parce que tout objet finalement plastique peut être sujet à dégradation. On va le voir qu'à la maison, en fait, sans le savoir, on a tous quasiment une machine à fabriquer des microplastiques. C'est le lave-linge? Oui, alors tout à fait. La partie textile, en fait, on le soupçonne pas forcément, mais en fait, nos vêtements aujourd'hui sont majoritairement composés de plastique. 60% des fibres de l'industrie textile au niveau mondial, c'est du plastique. Quand on entend du polyester, nylon, élastane, tout ça, c'est des matières plastiques.
Et en fait, quand vous allez laver votre linge, le but c'est d'enlever les salissures, etc. Donc vous allez faire des actions mécaniques avec l'eau, le tambour, des actions chimiques avec la lessive. Et toutes ces actions vont aussi en fait dégrader votre matière plastique. Et donc du coup, vous allez vous retrouver avec des microfibres en plastique qui vont du coup être rejetées par le lave-linge. Pour que ce soit parlant, vous allez nous le prouver, nous le montrer en direct. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà qu'est-ce que contiennent ces deux tubes que vous avez devant vous? Donc du coup, devant moi, là, ce que je tiens, ça va être de l'eau du robinet, tout simplement. Donc pour que ça soit plus parlant, je vais positionner une petite lumière. Okay. Donc là, on voit qu'il n'y a pas grand-chose à voir, en fait, et heureusement. Donc on ne voit pas forcément de troubles, de particules apparentes. Et ce que je vais mettre à la place, là, c'est une eau qui est issue du lavage d'un t-shirt 100% polyester, donc c'est-à-dire 100% plastique, neuf, sans lessive. Donc là, ce que vous allez voir, c'est vraiment juste son contenu en microplastique quelque part après lavage du vêtement. Alors hop, voilà. Et donc c'est flagrant là. C'est beaucoup moins clair. Voilà. Alors, il y a des effets spéciaux. Hein. C'est des effets spéciaux. Alors là, voilà, la problématique des microplastiques, c'est que c'est tellement petit que c'est pas forcément facile à voir. Mais là, voilà, on voit quand même la différence, je dirais, d'aspect entre les deux échantillons. Là, c'est rien d'autre que des microplastiques dans le second flacon. Il y a aussi un peu de pigments, etc. Mais en grande partie, effectivement, ce qu'on voit, ce qui génère un petit peu ce trouble, c'est la présence de microfibres plastiques. Les microfibres plastiques, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 100 micromètres de long, donc l'épaisseur du cheveu, et 10 micromètres de diamètre. Donc c'est très petit. Et donc voilà, on en relargue des quantités qui peuvent être importantes. Est-ce qu'on a une idée, ça, justement, d'une quantité qu'on relargue à un lavage, pour un lavage ? Pour un lavage, oui, on a une idée. Alors bien sûr, ça dépend de la charge, de ce qu'on va mettre, etc. Mais on est souvent, chez vous, quand vous lancez votre lave-linge, vous êtes souvent à peu près plusieurs centaines de milliers de microparticules rejetées après chaque lavage. Et ça, est-ce que c'est pareil si on lave des vêtements neufs ou si on lave des vêtements qui ont déjà passé plusieurs cycles de lavage? Ouais, alors, très bonne question. Effectivement, donc, souvent les vêtements en fait, qu'on met sur le marché, ils ont tendance à relarguer effectivement davantage de microfibres lors de leur premier lavage. Voilà, et au fur et à mesure du temps, ça va diminuer. Alors, ça ne tend pas vers zéro, mais effectivement, les premiers lavages vont générer plus de microfibres plastiques, tout simplement parce que les microfibres qui sont prêts à se détacher, on va dire un peu facilement, finalement, vont partir très rapidement. Donc même pour éviter la pollution microplastique, c'est intéressant de garder ces vêtements le plus longtemps possible, en fait. Tout à fait. Donc on revient un petit peu au réduire la consommation. C'est vrai qu'il y a deux effets. À la fois, effectivement, on aura moins besoin de mobiliser les ressources pour produire, mais effectivement, si on garde son vêtement plus longtemps, on évitera aussi... et faire moins de lessive. Ou faire moins de lessive. Ou réutiliser. Ou moins de lessive, tout à fait. Vous pouvez aussi tu tenteras, arrêtez de laver vos vêtements. Il y a des limites. Mais... Ou la friperie, ça se développe, c'est peut-être pas mal. Mais l'eau qui sort de notre lave-linge, ensuite, elle est traitée. Donc du coup, on a envie de se dire, où est le problème, quoi, presque? Oui, alors généralement, c'est vrai que cette eau, elle est conduite en station d'épuration. Enfin, en France et en Europe, c'est quand même le cas. Mais là, il y a deux problématiques. Déjà, les stations d'épuration n'ont pas été forcément imaginées, pensées pour arrêter initialement ces microparticules. Donc, une partie non négligeable, en fait, ne va pas être retenue et donc va être rejetée directement dans le milieu aquatique. L'autre problématique qui, à mon sens, finalement, est encore un problème plus important, c'est que ces microplastiques, en fait, ils vont être quand même arrêtés en grande partie dans les premières étapes de la station d'épuration, dans les grands bassins que vous pouvez voir, où on va générer ce qu'on appelle les boues. Ils vont se retrouver dans ces boues. Or, un des débouchés importants de ces boues, c'est l'épandage agricole, parce qu'elles ont des propriétés fertilisantes, riches en azote, riches en phosphore, et donc... On étale le problème, là, finalement. Voilà, du coup, vous remettez dans les champs des microparticules, et donc il y a un retour dans le milieu naturel. Donc c'est pour ça qu'il peut être intéressant de stopper ces particules juste à la sortie du lavage du textile. Ouais, donc un moyen de lutter contre ça, c'est de collecter les particules directement à la sortie du lave-linge. Ça, c'est le projet CleanWash que vous développez à IFP Énergie Nouvelle. Tout à fait. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Quel est le principe? Donc c'est effectivement la voie qui a été prise par le projet CleanWash. C'est également une voie en fait en France, il y a une réglementation effectivement qui est en construction pour justement effectivement contraindre les rejets de microfibres issus des dispositifs de lavage textile. Et donc nous on s'inscrit aussi dans cette dynamique pour le marché du lavage professionnel, donc c'est-à-dire les pressings, les blanchisseries. Et donc à ce sujet, dans ce projet-là, donc on développe effectivement une technologie qui va venir capter et récupérer les microfibres textiles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe? Alors du coup, c'est une technologie qui va fonctionner en deux étapes.
parce qu'en fait la particularité des effluents de lavage, c'est que vous allez aussi avoir là où c'est difficile en fait de capter ces petites particules, c'est que vous allez avoir la présence d'autres grosses particules à côté, comme les salissures, des amas de fibres naturelles qui vont s'enchevêtrer, et donc c'est assez difficile d'arrêter, de capter ces petites particules parmi de plus grosses particules. Donc c'est pour ça qu'on a une première étape où on va enlever finalement ces plus grosses particules avant d'attaquer une deuxième étape où on va faire une filtration plus fine afin de récupérer, d'arrêter ces microfibres plastiques. Et ensuite, pour les récupérer, voilà, on a un système innovant de régénération avec récupération de ces particules pour les isoler de l'environnement une bonne fois pour toutes. Là, c'est encore en développement. Hein. Tout à fait, oui. Et c'est destiné aux professionnels, hein, pas Tout à fait, aux professionnels. Donc d'où l'idée, c'est cette technologie a été validée au niveau du laboratoire. Et maintenant, l'idée, c'est de se projeter sur la démonstration de la technologie en conditions réelles, dans un pressing. Donc pour ce faire, on est en collaboration avec le groupe 5 à Sec, avec qui on a identifié un pressing en région lyonnaise, où on va du coup créer un prototype de cette technologie pour la tester. On est aussi en collaboration avec le CTTN, qui est l'Institut de recherche sur l'entretien et le nettoyage, et notamment spécialisé dans l'entretien du textile, qui apporte son expertise à ce projet également. Est-ce qu'on pourrait imaginer installer ça chez des industriels du textile aussi, qui pourraient laver les vêtements? Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est les premiers lavages qui relarguent le plus de microplastiques. Est-ce qu'on peut imaginer obliger les gens qui produisent des vêtements à les laver d'abord dans les usines et donc récupérer à ce moment-là les premiers microplastiques qui sortent? Oui, il y a des discussions à ce sujet. Et oui aussi, la technologie pourrait effectivement, à mon avis, ça peut être un segment de marché également pour l'inclure. Et prendre des vêtements qu'avec des fibres naturelles, du coton, etc., ça c'est une bonne alternative? C'est une alternative qui est intéressante si on a la possibilité de choisir des fibres naturelles plutôt que des fibres en plastique, parce qu'effectivement les fibres naturelles, elles vont pouvoir se dégrader plus rapidement dans l'environnement, elles vont mettre au pire plutôt quelques mois. Alors, là où le plastique va peut-être mettre quelques centaines d'années à se dégrader, donc forcément cette persistance dans l'environnement joue énormément sur l'impact que peut avoir ces particules dans l'environnement. Donc oui, c'est une bonne alternative. Après, je rejoins Alexandra qui disait aussi en début d'émission sur le fait que toute matière a aussi ses impacts, et le coton aura aussi des impacts, que ce soit sur l'eau, les terres agricoles, etc. Donc il faut aussi penser effectivement à la réduction et effectivement voilà. Et donc on a parlé aussi réduire sa consommation de vêtements, ça va faire moins de lavage de vêtements neufs, moins de microfibres, voilà, c'est aussi ces choses. On revient à nos 3R. On en revient toujours aux 3R. La règle à suivre. La règle à suivre. Merci Mathieu. Alors petit à petit, les consciences s'éveillent et la nécessité de changer notre façon de consommer et d'aller vers une économie circulaire avec la fameuse règle des 3R fait son chemin. Alors comment réduire la place du plastique au quotidien? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à un monde zéro plastique? C'est la question qu'on a posée aux gens qu'on a croisés. Écoutez leurs propositions. Alors, je trouve que le pas de plastique, c'est pas très intelligent parce que finalement, c'est un matériel durable. Donc on peut effectivement utiliser le plastique pour construire des choses qui nous servent toute la vie. Non, moi je pense pas. Non, on peut réduire de beaucoup, mais pas stopper complètement parce que ça a été révolutionnaire pour le monde. C'est compliqué. Surtout que j'ai pas spécialement l'impression que les gouvernements ils sont à fond dans cette idée-là, quoi. La COP21 et tous ces trucs-là, ils disent oui et puis après, je sais pas, on fait pas grand-chose en fait. Donc, J'estime que chacun d'entre nous a chacun une responsabilité. Et l'effet de que chacun d'entre nous puisse agir individuellement, il y a pas mal. Ceux qui s'intéressent à l'écologie, c'est pas tout le monde, quoi. C'est une certaine catégorie de personnes et éventuellement celle-ci, elle a le temps d'aller se renseigner, d'aller voir des magasins qui font en vrac, mais en réalité, tout le monde ne le fait pas. Il faut être un minimum informé. Je pense qu'il y a un peu des trucs qui nous dépassent avec des énormes lobbies et je ne sais pas si toi demain tu auras le pouvoir ou moi j'aurai le pouvoir de faire bouger ça, mais le côté si tout le monde bouge, si on attend que ça vienne de plus haut que nous, je pense que ça bougera pas trop tout de suite. Donc si chacun s'y met un peu de son côté et en parle à une ou deux personnes, je pense que ça ira un peu plus vite. J'invite tout le monde à aller acheter sa charcuterie et ses produits au marché plutôt qu'à aller au supermarché. Déjà, on a beaucoup moins de plastique, on a des petits sacs craft qui nous aident pas mal. Le fait d'enlever les plastiques à usage unique, c'est pas mal, mais bon, ça se fait remplacer par du bois ou du truc comme ça et je suis pas forcément fan parce que ça, on peut pas le recycler, je crois. Enfin, les couverts en bois et tout, on m'a dit qu'il fallait pas le mettre au recyclage.
Donc du coup, bah, c'est un peu con. Et comment on pourrait... Franchement, je crois qu'on va pas y arriver. Hein. Il y a des propos qui vous font réagir dans ce que vous avez entendu. Oui, bon, globalement, les réactions sont plutôt sensées et intelligentes. Hein. Après, je pense que tout le monde a un peu raison, quelque part, ou tout le monde a un peu tort. Dans le sens où, pour moi, ma conviction, c'est qu'il faudra des actions mixtes, qui soient à la fois collectives et à la fois individuelles. Et dans les actions collectives, ça va être des actions qui seront bien sûr d'ordre politique, avec des modifications au niveau de la réglementation, de tout ce qui est législatif. Ça commence déjà à se faire. Donc il y a évidemment ce qui a été mis en place pour les plastiques à usage unique. Il y a une dame qui en a parlé. Il y a aussi au niveau européen actuellement, il y a un règlement européen qui va sortir bientôt pour améliorer la gestion des emballages et la fin de vie, avec notamment des taux d'incorporation de matières recyclées dans les nouveaux objets. Donc on voit que ça va dans le bon sens et ça c'est important pour pouvoir mettre en place cette fameuse économie circulaire. Mais après, ça va se jouer aussi au niveau de tout ce qui est association, ONG, et puis nous qui pouvons agir individuellement. Donc c'est sûr que si on attend que le voisin fasse quelque chose avant de faire quelque chose, ça ne marchera pas. Par contre, si on n'attend pas qu'on fait et qu'on est tous à faire ça à la fois au niveau collectif et individuel, ça fera bouger les choses. Est-ce que la première étape, c'est pas aussi peut-être de prioriser, en tout cas dans la législation, il y a des secteurs où ça reste primordial d'avoir du plastique. J'imagine dans le monde médical, on ne peut absolument pas s'en passer. Là où sur les emballages, il y a peut-être des choses, des consignes par exemple à mettre en place. C'est ça, le plastique, je pense, n'est pas totalement à bannir. Il y a des applications qui vont être quand même très difficiles à substituer et d'autres qui vont pouvoir, comme on a dit, le plastique à usage unique, etc., pouvoir être facilement, au contraire, banni. Et donc avec de la réglementation, on peut arriver facilement à faire bouger ces choses-là. Donc, facilement. Facilement. Et c'est ça qui est compliqué parce qu'il faut une approche systémique et en même temps presque faire du cas par cas. Donc c'est bien, on a du pain sur la planche. Alors il est temps pour nous de nous intéresser à votre parcours. Comment est-ce que vous en êtes arrivé jusque-là? Quelles leçons vous avez appris au fil de toutes ces années? Et quelles sont vos meilleures anecdotes? On découvre ça avec Marine. Place à la séquence en coulisses. Alors dans cette séquence, on aime bien jouer avec vous et pour ça, on a un petit challenge. Vous allez avoir chacun 30 secondes, montre en main, pour nous présenter vos parcours. Alexandra, c'est vous qui commencez. Dès que vous êtes prête, on lance le chrono. Est-ce qu'on peut y aller? Oui, et si je fais plus de 30 secondes, je dois quitter le plateau? Non, promis, non. Alors... C'est bon pour vous? Ouais, c'est bon. Bon, bah top chrono. Donc après... Ah, il y a le chrono pour de vrai. Non, attendez. Vous voulez chrono? Allez, non, j'y vais, allez. Donc après un bac scientifique et des classes préparatoires, j'ai intégré une école d'ingénieur de chimie généraliste. En même temps que ma 3e année, j'ai fait l'équivalent d'un master recherche pour pouvoir faire une thèse que j'ai faite. Et après, j'ai été embauchée par IFP Énergie Nouvelle il y a 22 ans. Entre-temps, j'ai passé une habilitation à diriger des recherches et je suis maintenant chef de projet. Bravo. Voilà. Bravo, bien joué. Moins de 30 secondes du coup. Hein. Mathieu, on passe tout de suite à vous. Donc même exercice, 30 secondes pour vous présenter. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. C'est parti. Donc un peu le même parcours au début, bac, classe préparatoire scientifique, école d'ingénieur en chimie, moi à Nancy. J'ai fait une 3e année d'école d'ingénieur en Norvège aussi. Et j'ai démarré ma carrière à Paris, au centre de recherche de Engie, anciennement GDF Suez. Et en 2012, j'ai intégré IFP Énergie Nouvelle en tant qu'ingénieur de recherche. Et depuis 4 ans, je suis chef de projet Cleanwash, dont on a parlé tout à l'heure. Parfait. Super. Belle performance. On reste un petit peu sur notre fin, on est resté en surface, vous avez encore des choses à nous dire. Alexandra, par exemple, vous êtes passée d'ingénieur de recherche à chef de projet. Ça veut dire que vos missions, vos responsabilités ont changé. De quelle façon ça a changé? Alors oui et non en fait, parce que en tant qu'ingénieur de recherche, au fur et à mesure de l'expérience, j'ai été quand même amenée à encadrer plus de personnes, beaucoup d'étudiants. Des techniciens et donc finalement progressivement il y a ce côté gestion d'équipe, animation qu'on retrouve dans la partie chef de projet mais qui est bien sûr beaucoup plus marqué et j'ai laissé un petit peu effectivement le côté
plus scientifique, où on est vraiment responsable de sa tâche et on va la creuser. Donc ça, effectivement, c'était mes premières années, mais aujourd'hui, je m'en suis un peu éloignée. Ouais. Et le côté un peu plus encadrement et donc gestion de personnes, ce côté humain, il vous plaît ? Oui. Donc, qu'est-ce qui vous plaît dans cet aspect-là ? Qu'est-ce qui me plaît ? En fait, ce qui me plaît, c'est... je crois que c'est la transmission. J'aime pouvoir transmettre ce que je peux, en fait, sous réserve que les personnes en aient envie, bien sûr. Donc voilà, toute personne qui me sollicite et que je peux aider à s'épanouir dans son cadre professionnel, enfin, oui, c'est quelque chose qui me motive beaucoup. Et il y a un moment dans votre parcours où vous avez particulièrement l'impression d'avoir joué un rôle ? Oui. Oui, c'est des anecdotes, mais en général, c'est des retours sur des gens qu'on a pu accompagner et qui sont extraordinaires. Donc j'avais un étudiant qui était en alternance chez nous et qui voulait être technicien chimiste. Et puis, en fait, on a eu pas mal de discussions parce que moi, je le sentais pas forcément à l'aise là-dedans. Je le voyais plus, en fait, sur un parcours d'ingénieur. Et c'était des discussions, je pense que je l'ai peut-être un peu déstabilisé aussi en lui faisant poser des questions auxquelles il n'avait pas forcément réfléchi. Et bon, voilà, donc il a fini son alternance. Et puis, quelques années plus tard, j'ai reçu un message où il me disait que oui, ça n'avait pas été toujours facile, mais qu'en fait, ça l'avait fait beaucoup réfléchir et qu'il avait repris ses études et qu'il venait d'avoir son diplôme d'ingénieur et qu'il me remerciait. Ça fait plaisir. Et ça, voilà, c'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir. Un moment un peu charnière dans votre carrière, c'est quand vous avez passé votre habilitation à diriger des recherches. Donc pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce que c'est ? C'est une espèce de deuxième thèse où en fait, au bout, on va dire, en général de 10 ans de carrière, vous faites le constat de tout ce que vous avez réalisé en termes de recherche et vous allez exposer, donc c'est un manuscrit puis après une présentation devant vos pairs. Et donc c'est une forme de reconnaissance de ce que vous avez fait. Et c'est un moment extrêmement important. Et non seulement c'est une reconnaissance de ce qu'on a fait, mais alors pour moi ça a été aussi une façon d'une certaine façon d'accepter de fermer une porte et de m'ouvrir une nouvelle porte à d'autres choses potentielles. Comme si j'avais fait cette capitalisation, je sais ok c'est bon, c'est là, c'est validé. Une introspection qui permet de... Ah oui, mais complètement, oui. Et c'est là notamment où j'ai fait ma transition énergétique. Tout à fait. Vous êtes un peu réorienté professionnellement. Oui, j'ai eu envie une évolution de conviction personnelle. Oui, de toute façon, j'ai besoin d'être en phase avec mes convictions quand je travaille, et enfin même dans ma vie en sens large. Et du coup, oui, j'ai eu envie d'aller vers des projets plus sur les nouvelles énergies, ce que IFPEN me permet et propose. Donc là, je me suis réorientée. Puis après, je me suis aussi remise en question sur pourquoi pas faire autre chose qu'ingénieur de recherche et fort de mon expérience, allez, pourquoi pas être chef de projet. Et pour vous, Mathieu, votre intérêt pour la dépollution du plastique, ça vient aussi de convictions personnelles. Comment vous y êtes venu ? En fait, le projet, il est issu effectivement d'un challenge innovation qu'il y a eu en interne, qu'on appelle Energina dans l'entreprise. Et effectivement, j'avais eu cette idée en regardant effectivement différents documentaires sur la pollution plastique et notamment cet aspect que je ne connaissais pas à l'époque sur la partie textile. Et donc voilà, j'ai suggéré cette idée qui a remporté du coup un certain succès. C'était ton idée ? Ouais, c'était mon idée. Super. Ouais, tout à fait. Donc on l'a mené. Donc effectivement, c'est parti vraiment d'une idée, je dirais, sur une feuille de papier jusqu'à la construction du projet tel qu'il est actuellement. Donc oui, c'est une belle aventure. Vous aussi, vous êtes chef de projet et par conséquent, vous passez forcément moins de temps donc sur le côté scientifique, sur les expérimentations. Est-ce que c'est quelque chose qui vous manque aujourd'hui ? Alors, on a quand même la chance côté IFP Énergie Nouvelle que même en étant chef de projet, l'expérimentation est quand même très prégnante en fait dans nos métiers. Donc, on reste quand même très en lien avec tout l'aspect expérimental, scientifique. Voilà, maintenant c'est sûr qu'on est un petit peu plus en retrait, on ne peut pas s'impliquer autant qu'on pouvait le faire avant, mais comme l'a dit Alexandra, voilà, il y a d'autres aspects qui par contre sont très intéressants à être chef de projet, sur de la coordination, de l'accompagnement, ça permet de discuter avec plein de corps de métiers différents, d'apprendre vraiment beaucoup au quotidien. Et donc ça, c'est très riche. Et pour continuer à mener ces projets, donc on a besoin de penser un peu à la relève, on a besoin d'intéresser les générations d'après aussi à ces problématiques-là et aux sciences de manière générale. Vous pensez qu'aujourd'hui, c'est un défi de motiver les plus jeunes à se tourner vers les sciences ?
Je sais pas. Moi, personnellement, j'ai toujours été attiré par les sciences et voilà, la démarche scientifique. Après, je pense que nos métiers, je pense qu'une des grandes forces, c'est qu'on apprend toute sa vie. Hein, on est débutant toute sa vie. Et ça, je pense que c'est vraiment intéressant. Si on est curieux, si on veut voilà, continuer à progresser et quelque part avoir ce champ des possibles tout le long de sa carrière, je pense que c'est effectivement les métiers scientifiques, en tout cas, permettent ça. Et au vu des enjeux actuels de la société, j'imagine que c'est aussi crucial qu'on ait des personnes qui s'y intéressent. Moi, je pense que s'il y a des jeunes qui veulent changer le monde, être dans la recherche, c'est plutôt être au centre de ce qui se passe, et c'est peut-être une bonne idée. Donc le message de la fin, c'est allez-y, quoi. Ah bah oui, oui. allez-y, ouais. Allez-y. En tout cas, il y a du défi. Hein, donc, on ne manquera pas de problématiques. Alors on termine cette émission avec 2 recommandations, des recommandations culturelles. C'est la reco des invités. Alexandra, vous souhaitez nous parler de l'atelier 2 tonnes, c'est ça ? C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? Alors, les ateliers d'automne, c'est donc à la base, c'est une association qui s'appelle D'automne, qui propose des ateliers grand public pour sensibiliser aux problèmes environnementaux et climatiques. C'est la même chose que la fresque du climat ? Alors, philosophiquement, oui. Ouais. Et on pourrait dire que c'est un peu la suite de la fresque du climat, même si on peut le faire sans avoir fait la fresque du climat. Okay. En fait, là, l'idée, c'est que c'est un jeu, un serious game, comme on dit, où on va se projeter dans le futur à horizon 2050. Okay. Et par une simulation et une succession d'actions collectives et individuelles, le but, c'est de voir comment on peut réduire notre empreinte environnementale et par les gaz à effet de serre qu'on émet. Et pourquoi ça s'appelle 2 tonnes ? Parce que, idéalement, en 2050, il faudrait qu'on émette au maximum 2 tonnes équivalentes de CO2 par an, par habitant dans le monde, pour limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré. Et c'est destiné à quel public ? Alors, on va dire, on va commencer à partir de 16-17 ans, des grands ados qui seraient intéressés par le sujet, parce que l'idée, c'est quand même de se projeter sur nos changements de mode de vie. Donc, bon, c'est vrai que des fois, quand on vit chez papa-maman, c'est un peu compliqué voilà, de le réaliser. Mais voilà, et après, évidemment, jusqu'à 99 ans. Alors Mathieu, votre recommandation, c'est un documentaire, c'est La sagesse de la pieuvre, qui a été réalisé par Pippa Ehrlich et James Reed. Oui, c'est ça, a été oscarisé en 2021. Je suis un adepte de documentaires animaliers. Alors, bon, celui-là est quand même assez grand public, et c'est pour ça que je le recommande. Et donc c'est quoi le pitch ? Tout à fait. Donc dans ce documentaire, en fait, on va suivre. C'est un homme en fait qui a décidé de suivre pendant 1 an la vie d'une pieuvre sauvage. Et voilà, ça permet quand même de s'émerveiller et voilà, sans message catastrophiste, de prendre conscience un petit peu de ce qui nous entoure et ça donne envie du coup voilà, je pense de mieux respecter, de préserver son environnement. Voilà. Super. Écoutez, merci à tous les deux pour ces recommandations. Merci pour toutes ces explications en béton sur le plastique. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. On se retrouve bientôt pour d'autres découvertes scientifiques. Ciao les sorciers.